Non, non, c'est comme ça. Bien, je vous propose de commencer le séminaire d'aujourd'hui. On va faire en duo et je vais d'abord donner la... Oui, oui, je ne suis pas le docteur Elbazoa, donc je vais donner la parole à Catherine, un ergopneumologue dans l'institution, parce qu'on a suivi un cas en commun. Voilà, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. C'est un grand plaisir d'être là et surtout un grand plaisir de travailler avec le professeur Kogan tous les jours, qui est toujours au bout du fil pour faire avancer les diagnostics et les prises en charge des patients dans notre clinique d'immunoallergologie. Donc ici, on va parler d'une jeune fille que j'ai connue quand elle avait 13 ans. Elle arrive en 2018 à la consultation avec sa mère. Elle se plaint de rash après la douche froide ou chaude. Le rash est prurigineux. Elle a les pieds qui gonflent en même temps, parfois les mains. C'est bleu. Elle signale qu'elle a des hématomes un peu partout. Et l'autre chose qui est assez intéressante et qui a motivé vraiment la consultation, c'est le fait qu'après avoir consommé des jus d'orange, un jus d'orange pressé ou une orange normale, tomate mozzarella, elle a un gonflement des lèvres, gonflement du visage, parfois les yeux également. Et ces symptômes sont assez résolutifs rapidement avec les antihistaminiques. Par ailleurs, elle se plaint d'une dyspnée d'effort et il y a une notion d'asthme qui traîne déjà depuis plusieurs mois. Au niveau ORL, une rhinite qui est chronique, qui est là tout le temps, toute l'année, et parfois avec des obstructions de l'oreille associées, tellement la rhinite est importante. Elle se plaint de migraines et de dysménorrhée. Donc, j'ai quand même un tableau clinique qui est assez bruyant, qui touche un peu tous les systèmes. Au niveau de ses antécédents, on a cette notion d'allergie au pollen avec des otites. Et chose curieuse, la maman me raconte que l'otite, la dernière, était tellement importante qu'elle a dû utiliser de la cortisone pour une otite. C'est un peu étonnée. Elle a ses menstruations depuis 1 an environ et elle a son vaccin HPV qu'elle a reçu quelques mois auparavant. Elle prend de l'aérus, qui est la desloratadine à la demande. Dans les antécédents familiaux, un peu d'asthme et des allergies du côté de la maman surtout. Mode de vie, elle ne fume pas, elle ne prend pas de cannabis, même en regardant droit dans les yeux, dans les toilettes, non. Elle est en première humanité. Elle a un chat à domicile. Et elle relate n'avoir aucun symptôme lorsqu'elle est en contact avec son chat ou quand ils passent la nuit ensemble dans le lit. Son examen clinique est tout à fait normal, rassurant. Il n'y a pas d'éruption cutanée au moment où je la vois. Elle a un BMI à 18. C'est une jeune fille avec une corpulence normale. Son examen cardio-pulmonaire est tout à fait banal. Elle a un comportement un peu comme ça, fusionnel avec sa mère. Elle ne parle pas beaucoup, assez renfermée. Donc, le bilan allergologique commence, comme toujours, par des tests d'allergie cutanée aux aéroallergènes. Donc, vous voyez ici, on a les acariens de stockage, le chat, le chien, les pollens, des graminées, les différents arbres, les différentes herbacées, le latex et les moisissures. C'est quand même déjà assez bien comme bilan de départ. Tout est strictement négatif, sauf qu'elle a un dermographisme, c'est-à-dire que les endroits où on a piqué avec le petit Staller Point, on garde une petite papule, mais qui est identique à la papule du témoin négatif. Idem avec les prick tests aux aliments natifs. Donc, on prend aliment lui-même qu'on a écrasé, qu'on dépose sur la peau et on passe à travers. Tout ceci est négatif, y compris les aliments pour lesquels elle se plaignait, notamment les tomates,
les tomates, les jus d'orange, la mozzarella qu'elle avait ramené en produits natifs, tout ça est testé, est également négatif et on constate toujours ce dermographisme qui est important et vraiment, elle commence à se gratter après les examens. Sur le plan pulmonaire, vu qu'il y a une plainte de dyspnée, surtout de dyspnée d'effort et une notion d'asthme qui traîne, l'examen respiratoire montre effectivement qu'elle a un asthme. Et ici, on est surtout frappé donc avec un VMS qui est à 74%, avec une réversibilité sous salbutamol de 22%, en sachant que le diagnostic d'un asthme, c'est quand on gagne plus que 12%. Elle a un typhno à ce moment-là qui est à 93%. Son NO exhalé, qui fait partie maintenant des paramètres classiques dans notre bilan en allergo-immuno, est tout à fait normal, qui nous reflète en général l'activité des cellules à éosinophiles au niveau intrabronchique. En conclusion, quand je la vois lors de cette consultation, qu'est-ce que je retiens? Un dermographisme, une urticaire physique, parce qu'elle attrape de l'urticaire quand elle prend un bain qui soit chaud ou qui soit froid. Elle a des enjeux œdème qui sont en relation avec les menstruations, c'est-à-dire soit avant, pendant ou après ses règles, elle a une poussée d'urticaire et des gonflements de certaines parties de son organisme, les mains, les pieds, les lèvres, les yeux. Par contre, je n'ai pas de sensibilisation cutanée IgE médiée, tant pour les aéroallergènes, j'ai un peu de mal avec ma souris, tant pour les pneumoallergènes que les trophallergènes, qui sont les allergènes alimentaires, et surtout ceux pour lesquels elle a insisté, les oranges, citrons, tomates, lait de vache. Quand on regarde bien ces aliments-là, ce sont des aliments qui sont riches en histamine, ou riches en histaminolibérateurs. Et ce sont ceux-là qui lui donnent donc ces symptômes d'anaphylaxie, de gonflement des lèvres, gonflement des mains, des pieds ou l'apparition de l'urticaire. Sur le plan bronchique, elle a un asthme que je vais peut-être qualifier de l'OTH2 avec les nouvelles nomenclatures actuelles. Pourquoi est-ce qu'elle a des hématomes faciles? Je n'ai pas encore de réponse lors de la première consultation. Elle a une rhinite qui est évidente, qui est observée, qui est non allergique et qui est associée à une otite. Et à côté de ça, des dysménorrhées. Alors, qu'est-ce que je donne comme traitement après la première consultation? Un antihistaminique, du montelukast qui est un anti-leucotriène, qui va agir au niveau de la rhinite, qui va agir au niveau de l'asthme. Elle a une diète pauvre en histamine et en histaminolibérateur, antihistamine également, que je lui dis de prendre pendant 10 jours parce qu'elle me dit « Ah, docteur, je ne vais plus rien manger ». Et elle prend du salbutamol avant le sport et si elle a des difficultés respiratoires avec S. La mométasone, qui est un corticoïde topique, je lui dis de prendre ce traitement pendant 3 mois et de revenir à la consultation pour qu'on puisse voir comment ça va. Ici, vous avez un peu un exemple de régime qui est conseillé. En général, quand les patients arrivent avec ces plaintes d'urticaire ou d'anaphylaxie, de gonflement, quand ils mangent ces aliments qui sont riches en histamine, on propose de les enlever pendant un certain temps pour essayer de remettre un peu le système immunitaire au repos. Il faut enlever les additifs, donc bien lire les étiquettes. Les épices et les herbes, seuls le sel et la ciboulette sont autorisés. Les œufs sont interdits. Les viandes fumées, les fruits de mer, les légumes, on retrouve ici la tomate, qui est vraiment le chef de file. Les fruits, tout ce qui est fruits frais, fruits secs, souvent les fruits secs parce qu'ils contiennent des sulfites pour la conservation, les jus de fruits frais, le pain avec des grains. Ils peuvent consommer le pain blanc, le pain gris, mais pas des pains où on a rajouté des herbes ou d'autres choses en plus qui vont aller stimuler le système immunitaire et des choses comme les bonbons qui contiennent des colorants et tout ce qu'on contient, les alcools avec les sulfites, les tisanes qui sont des herbes et tout le reste. Je la revois 3 mois plus tard. Elle n'a pas d'éruption sous traitement. Elle a 13 ans, elle a un peu de mal. Donc, de temps en temps, elle oublie de prendre son médicament
et elle mange quelque chose à l'écart de régime, elle a de nouveau de l'urticaire et des angioïdèmes. Le sport se passe mieux sous salbutamol. La mométasone contrôle la rhinite et les obstructions des oreilles, mais par contre, sur le plan asthmatique, elle signale quand même encore de la toux, en moyenne un réveil par nuit, par semaine pour tout. Mais quand je la vois, elle est uniquement sous desloratadine et salbutamol à la demande. Le contrôle, paradoxalement, de sa fonction respiratoire, qu'on voit qu'elle perd de sa capacité respiratoire. Le VMS a chuté à 71%. Et on a maintenant une fonction respiratoire qui est plutôt de type BPCO GOL2 parce que, en plus de ça, son TIFNO est descendu en dessous de 70%. Elle a une atteinte des petites voies aériennes et des résistances des voies aériennes qui sont très élevées et non réversibles. Donc, devant ce caractère, je rajoute à son traitement une combinaison avec des corticoïdes inhalés et un LABA qui est un long-acting, un bêta-2 mimétique de longue durée d'action. Et je lui conseille quand même de faire de l'activité physique régulière. Et je prévois pour ça de reprendre le bilan, notamment de faire une biologie complémentaire. De nouveau, les tests cutanés sont refaits et ils sont tous négatifs, exactement comme la première fois. Sur le plan biologique, elle n'a pas d'éosinophiles. On a 20 éosinophiles par millimètre cube. La diathèse du fer est tout à fait normale, l'acide folique également. Le complément est strictement normal. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Cette souris. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Par contre, la tryptase est élevée. La normale de la tryptase est inférieure à 8,23 microgrammes par litre. Ici, elle est à 13,10. Les tests thyroïdiens sont strictement normaux. Je complète la recherche d'allergies au niveau des allergènes, des aéroallergènes par les acariens de stockage. C'est négatif. Je complète avec d'autres moisissures, c'est négatif. Les aliments sur lesquels elle insiste vraiment et que vous pouvez remarquer, ce sont tous des aliments histaminolibérateurs, ils sont tous négatifs. Le citron, les oignons, les concombres, la tomate, les oranges, le pamplemousse. Donc, je n'ai pas d'allergie IgE médiée qui puisse expliquer les symptômes de la patiente. Donc, elle a un asthme qui est en train d'évoluer avec une fonction qui évolue vers un type BPCO GOL2, avec des plaintes qui sont uniquement des plaintes de type effort. À la tryptase qui est majorée. Je me pose alors la question, vu que je n'ai pas d'allergie prouvée et que j'ai une tryptase de base qui est majorée, est-ce que c'est une mastocytose? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation mastocytaire? De toutes les façons, j'ai l'impression d'avoir affaire à une pathologie qui implique les mastocytes. Notamment, elle a une urticaire et des angioïdèmes qui sont contrôlés si elle est sous antihistaminique et sous régime qui épargne les aliments riches en histamine ou histaminolibérateurs. Je refais un contrôle de la tryptasémie et là, le taux est toujours élevé à 11,38. Évolution, sur plusieurs mois, je vais la suivre. Elle se plaint toujours de dyspnée de grade 1-2. Les angioïdèmes n'existent pas ou l'urticaire si elle maintient son régime et ses antihistaminiques. Son examen clinique est normal. Le NO exhalé ne dépasse jamais la valeur normale. Par contre, sa fonction respiratoire elle continue à la dégrader sous traitement. On a un doute sur la compliance thérapeutique. C'est un enfant de parents divorcés. Donc, une fois, elle est chez maman et l'autre fois chez papa. On ne sait pas très bien si les médicaments sont pris de façon tout à fait stricte parce qu'elle va jusqu'à développer un VMS qui est à 49%. Et comme vous le savez, elle passe alors à ce qu'on appelle un BPCO fonctionnel de grade 3.
Effectivement, c'est une jeune fille, quand vous la voyez à la consultation, elle dort dans la salle d'attente. C'est pas la jeune fille elle dort parce que, et pourquoi tu dors? Je suis fatiguée. Tout le temps, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et durant toute cette période où je la suis, presque un an, elle va bénéficier de 3 cures de corticothérapie pour essayer de remonter ce VMS et même rester sous Medrol 2 mg par jour pendant plusieurs semaines sans vraiment une véritable amélioration de sa fonction ni de son état clinique. Elle est sous univers, montelukast, antihistaminique, le Ventolin à la demande et un régime pauvre en histamine. Je demande quand même un avis cardio pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, d'une pathologie cardiaque qui pourrait expliquer vraiment cette difficulté parce que même monter les escaliers, les 4 volets d'escalier pour aller chez elle, elle est fatiguée. Et parfois, quand elle arrive au-dessus, elle dit « Docteur, je commence à me gratter ». L'examen cardiologique, vous l'avez vu, est strictement normal. On fait une ergospirométrie pour vraiment essayer d'objectiver cet asthme à l'effort. Et effectivement, on constate une hyperventilation disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle panique très vite dès qu'elle commence à faire un effort et elle chute quand même son VMS de départ de 35%, ce qui est quand même beaucoup. Je fais un scanner du thorax qui est strictement normal. Et alors, je me repose la question, j'essaie encore de revoir. Sa symptomatologie est inchangée. Le VMS a un peu augmenté. C'est une adolescente avec une personnalité qui est très difficile à cerner. Elle a une tryptase qui reste élevée, mais stable. On n'a jamais dépassé les 15 unités. Elle est sous un traitement qui est quand même un traitement assez bien conduit et assez complet. Anti-leucotriène, antihistaminique, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action et un régime d'éviction. On va lui rajouter donc les corticoïdes inhalés à son traitement en plus. Les corticoïdes systémiques sont arrêtés parce qu'ils ont été pris pendant 2 mois à faible dose sans pour autant montrer une efficacité redoutable. Les symptômes dont se plaint la patiente sont clairement des signes de l'anaphylaxie. Donc, on a une anaphylaxie, mais sans aucune allergie qui est démontrée. Je me pose la question, quelle est la pathologie qui va essayer de grouper tout ça? Donc, une présentation avec un syndrome allergoïde, ce n'est pas vraiment l'allergie comme on entend dire, je suis allergique, on a des tests cutanés qui sont positifs, on a des IgE cutanés, des IgE biologiques qui sont positifs, je n'ai pas ça. Elle a des crises véritables d'anaphylaxie, comme on l'a vu avec les différents symptômes. Elle a une rhinite d'allure allergique, mais sans allergie IgE médiée. Elle a de l'urticaire. Elle a un asthme qui est évolutif, sans pour autant qu'elle ait une vraie atteinte de sa fonction, de sa qualité de vie. Elle va à l'école, il n'y a pas d'absentéisme, mais elle se plaint vraiment d'être très fatiguée et cette fonction respiratoire qui est en dessous, un VMS qui reste en dessous de 80%. Actuellement, elle est classée dans ce qu'on appelle les asthmes sévères. Sauf que actuellement, on a, pour traiter ces asthmes sévères, des biothérapies qui sont les anti-IL5 ou les anti-IgE. Mais on a des critères stricts pour pouvoir avoir les remboursements. Les anti-IgE, donc, ils sont les anticorps libérés par la stimulation des lymphocytes B et qui vont aller se fixer sur les mastocytes et entraîner la libération de tous ces médiateurs. Il faut avoir une sensibilisation à un allergène perannuel qui est là toute l'année, ce qu'elle n'a pas. Il faut avoir un asthme sévère, au moins 2 exacerbations par an avec utilisation de cortisone, ce qu'elle a. Il faut avoir un VMS qui est inférieur à 80%, ce qu'elle a, sauf que je n'ai pas une sensibilisation. Quant aux anti-IL5, il faut réunir les autres conditions. Il ne faut pas avoir une sensibilisation allergique, mais il faut avoir des éosinophiles qui sont supérieurs à 300, ce qu'elle n'a pas. Elle a 20 éosinophiles par millimètre cube, même en période où elle ne prend pas de cortisone. Donc, on est quand même coincé sur le plan thérapeutique. On essaie de lui donner un traitement maximal. La question
je reviens chez les hématologues. Est-ce que ça ne peut pas être une mastocytose? On me dit non, parce que son taux de tryptase n'a jamais été plus que 15. Le SAMA, le syndrome de stimulation mastocytaire, possible. Je penche plus pour celui-là. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Possiblement. Quand je regarde le mastocyte, avec tout ce qui peut libérer et tout ce qui peut entraîner comme pathologie autour, je retrouve quasi la majorité des problèmes de ma patiente, à savoir l'asthme, l'urticaire, les angioïdèmes, les pseudo-allergies alimentaires, des problèmes de dermatite, les problèmes digestifs. Elle a des problèmes de prurite. Donc, elle a une pathologie qui est en relation avec les mastocytes. Au niveau de sa tryptase, elle a une tryptase qui est élevée. Les tryptases en 2002, ça a varié pendant plusieurs années. On est à 8,4, la normale. Il faut être inférieur à 8,4. Mais on sait quand même qu'on a un gap entre 6,8 où on a des patients qui sont symptomatiques, mais qui gardent des valeurs pseudo-normales. Donc, il faut aller chercher ce qu'on appelle les red flags. Le professeur Kogan va encore reparler tout à l'heure. Des histoires cliniques qui sont susceptibles de nous dire qu'il s'agit d'une pathologie mastocytaire, des signes cliniques évocateurs et surtout essayer de voir dans la famille, si on n'a pas la famille, des histoires d'asthme ou d'allergie qui traînent et surtout si on a déjà eu des dosages de tryptase qui sont supérieurs à 8 mg. Et chez ma patiente, j'avais déjà vu sa maman avant pour les mêmes problèmes d'allergie, entre guillemets, et elle aussi avait une tryptase qui était dosée entre 13 et 11 microgrammes à plusieurs reprises. Mais elle est tout à fait contrôlée avec son régime pauvre en histamine et histamine libérateur. Ce tableau-ci me permet, moi, en consultation, de ne pas passer à côté de certaines pathologies ou de certaines plaintes du patient. J'essaie d'être tout à fait systématique parce que dans la recherche du syndrome d'activation mastocytaire, il faut essayer d'évaluer à peu près tous les systèmes. Donc, j'essaye, état général, la fatigue chronique, le système nerveux central, ils se prennent de céphalées, de migraines, d'insomnie, je ne vais pas tout citer, des problèmes au niveau du tube digestif. Et donc, parfois, quand les gastro envoient, parce que le patient a des troubles digestifs, des alternances de diarrhée, constipation et qui sont en bilan, ne pas oublier de doser la tryptase. Moi, ici, maintenant, je le fais aussi de façon systématique. Les problèmes de peau, comme on a parlé tout à l'heure, les troubles ORL, les troubles au niveau des bronches et des poumons, les vaisseaux et du cœur. Chez elle, on n'a pas souvent ce genre de problème. La dysménorrhée, quelque chose qui revient souvent beaucoup, la pollakiurie et l'ostéoporose. À savoir que si on prend un seul de ces symptômes, il n'est pas typique du syndrome d'activation mastocytaire. Ça doit être le groupe de symptômes associés avec cette modification du dosage de la tryptase sérique ou de la tryptase de base. Donc, chez moi, la patiente, elle coche quasi toutes les cases du questionnaire, en sachant qu'elle est arrivée pour un bilan d'anaphylaxie d'origine indéterminée, avec un asthme bronchique non allergique qui est sévère. On avait un doute sur sa compliance thérapeutique. Le doute sur la compliance thérapeutique a été écarté avec le suivi sur plusieurs mois. Et donc, je penche plus vers un SAMA. Est-ce que c'est associé ou non avec une autre pathologie? Elle a une tryptase de base qui reste majorée, sa mère aussi. Et donc, je décide, pour poursuivre le bilan, de l'envoyer chez mon investigateur en chef. Voilà. Merci. Merci. Donc, personnellement, je trouve que toutes ces pathologies-là, avec les mastocytes, c'est compliqué. Et donc, chaque fois quand je vais à un congrès, je vois qu'il y a un atelier ou une session, on parle des mastocytes, la tryptase, etc., j'y vais. La pédagogie, c'est aussi la répétition. Alors, ce n'est même pas la répétition parce que ça change en fonction des années, donc c'est compliqué.
peut-être juste une petite remarque avant de poursuivre. Je ne suis pas sûr que je vais tout expliquer d'ailleurs au problème de cette jeune fille. Dans le syndrome d'activité mastocytaire, ce qu'on demande, et je reviendrai là-dessus, ce n'est pas une tryptase de base. On demande d'avoir, au moment d'une des crises qu'on suspecte être liée à une décharge de mastocytes, un incrément du taux de tryptase. Donc, c'est le delta de la tryptase qui est important. Et ce n'est pas habituel dans un syndrome d'activation mastocytaire d'avoir une tryptase de base augmentée. Ah, j'ai simplement une question par rapport à l'interprétation de la tryptasémie. Comment se distribue la tryptase dans la population générale? Okay. Donc, ce n'est pas une distribution gaussienne. Je vais parler de ça. OK. Et la deuxième chose, par rapport au cas clinique, c'est vrai qu'on parle d'asthme et de BPCO. Il y a aujourd'hui des définitions très précises pour les deux maladies qui sont différentes. L'un n'est pas l'autre. D'ailleurs, il y a des recommandations de traitement qu'on appelle GINA d'un côté et GOL de l'autre. Et donc, ici, elle a un peu les deux. Ici, en fait, elle a les deux parce qu'elle a une fonction pulmonaire qui est de type BPCO. Elle a une clinique d'asthme, mais une fonction qui est de type BPCO. Donc, elle a un trouble ventilatoire obstructif qui est fixé, c'est-à-dire qui revient tout le temps dans toutes ses épreuves fonctionnelles respiratoires, avec une atteinte des petites voies aériennes, une hyperinflation et des résistances qui sont très élevées. Donc, sur le plan fonctionnel, elle se comporte comme un emphysemateuse, comme si elle était emphysémateuse, ce qui n'est pas le cas. Elle avait une diffusion normale. Oui. Vu l'altération vraiment sévère du trouble ventilatoire, je suis vraiment étonné que le scanner pulmonaire soit strictement normal. Qu'il n'y ait pas de signe d'hyperinflation, qu'il n'y ait pas de signe simplement de petit ou de léger épaississement bronchique, qu'on ne voit rien au scanner. C'est très surprenant. On aurait voulu voir les courbes, en fait, débit-volume de la fonction pulmonaire pour être plus convaincu. On a sauté parce que, donc à un moment donné, on était 3-4 à faire souffler cette jeune fille parce qu'on n'en revenait pas. Et je l'ai transférée chez les pédiatres en me disant peut-être que les pédiatres ont des manières un peu plus soft que nous, les adultes, pour pouvoir avoir un résultat positif chez les enfants. Eh bien, c'est exactement les mêmes résultats. C'était tout à fait superposable. Mais avec la tryptase, après, quand il va expliquer, on a l'explication. Peut-être. Je voulais juste simplement rappeler que la mesure du VEMS, c'est la mesure de la capacité vitale forcée et donc du rapport qui est le rapport de Tifno, est dépendant de la collaboration du patient. Si le patient décide de ne pas souffler, on n'a pas de résultat. Comme je vous disais que j'aimais bien fréquenter les sessions concernant toutes ces affaires-là. Et je revenais d'un congrès et donc je tombe sur un truc que je connaissais pas et qui s'avère positif. En fait, vu que la mère avait une tryptase élevée également, il y avait des phénomènes allergiques quand même encore plus sérieux que sa fille, parce qu'elle avait fait des vrais chocs anaphylactiques, elle avait son épipène sur elle. Et donc, je suspecte une alpha-tryptasémie héréditaire. Ça, c'est quelque chose. Et donc, en fait, je peux vous parler de cette entité, qui est une entité quand même relativement récente, puisque le premier papier remonte à 2016. Et c'est une affection génétique un peu spéciale. Ce n'est pas un variant, c'est une duplication, voire une triplication de l'allèle du gène TPSAB1 qui code pour la tryptase alpha, qui se trouve sur le chromosome 16. Et donc, certaines personnes, et c'est assez fréquent finalement dans la population, et c'était ça, j'imagine, le sous-entendu de la réflexion pertinente d'Olivier Michel, qui ont 2 ou 3 allèles, et donc au prorata du nombre d'allèles, on a d'autres tryptases plus élevées. Alors, bon, tout d'abord, c'est quoi cette tryptase? Donc, ça fait partie des protéases des mastocytes qui sont
un ensemble de régulateurs, notamment des phénomènes inflammatoires, mais il y a des actions vraiment extrêmement pléomorphes. Et donc, vous voyez ici un mastocyte en microscopie électronique avec plein de granules. Et quand on réalise une immunoréactivité vis-à-vis de la tryptase, ben vous voyez que ça marque. Et puis alors qu'il y a une autre protéase qui est une chimase qui marque également. Et donc, c'est vraiment bourré de ces granules. Donc, beaucoup de granules qui contiennent plein de choses, de l'histamine en direct, de la sérotonine, des cytokines préformées. Donc, c'est également un petit acteur du système immunitaire en sécrétant des différentes cytokines, notamment celles qui sont impliquées dans les réponses TH2, des enzymes lysosomiaux et toute une série de protéases assez spécifiques, dont la tryptase. Il y en a d'autres. Beaucoup de granules, taux très élevé de protéases. Et donc, il faut savoir que de toutes les protéines du mastocyte, 25% de ces protéines sont des protéines qui sont des protéases des différents agents. Donc, c'est vraiment une usine à protéases, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, quand vous voyez l'image en microscopie électronique, on voit que c'en est bourré. Intéressant aussi, c'est stocké sous forme active. En fait, et je reviendrai là-dessus, la tryptase, pour être active, est un tétramère. Donc, il y a 4 petites tryptases individuelles qui sont associées. Et celle qui est vraiment active, c'est une tryptase qui contient 2 monomères bêta et 2 monomères alpha. Et ça, c'est vraiment les tryptases actives. Donc, c'est stimulé, le mastocyte dégrade et puis il envoie de l'histamine, de la sérotonine, de la tryptase active et on va voir un peu ce que c'est susceptible de faire. Alors, c'est dommage, en passant sur PowerPoint, là, j'ai loupé l'animation, mais normalement, en cliquant, vous voyez cette tryptase-là qui ressort. Alors, l'image n'est pas tout à fait correcte parce que vous voyez des couleurs différentes sur les 4 monomères. En fait, il ne devrait y avoir que 2 couleurs. Le plus souvent, c'est 2 couleurs. Et celle qui est active, ben, ce serait 2 bêta et 2 alpha. Alors, il y a une protryptase qui se trouve accolée à la membrane. On ne sait pas très bien à quoi elle sert. Donc, la fonction est actuellement inconnue. Pour les autres, cette tryptase tétramérique va induire toute une série de choses, dont des recrutements d'éosinophiles et de polynucléaires neutrophiles au niveau des sites où ça décharge. Donc, on voit qu'il y a un rôle un petit peu de chémokine. Ça agit sur les fibroblastes, sur les muscles lisses, ce qui est assez intéressant dans le contexte d'une personne qui a de la bronchoconstriction. Ça agit sur les vaisseaux, sur le système nerveux, ça dégrade non pas l'actrice extracellulaire, mais la matrice extracellulaire, et c'est impliqué également dans la fibrinolyse. Donc, on peut voir à différents niveaux, et notamment ce qui se passe au niveau de l'endothélium, ce qui n'est pas spécifiquement remis ici, ça augmente la perméabilité endothéliale, et on peut également se poser la question de l'effet de cette tryptase dans l'apparition d'angioedème, par exemple. Alors oui, il y a à la fois des effets pro-inflammatoires. Donc, dans le cadre rouge, c'est là où on trouve la tryptase, et les autres, c'est d'autres produits de sécrétion du mastocyte. C'est un effet direct de dégradation de la matrice extracellulaire. Et avec l'exposé de Catherine, je me posais la question si ça ne pourrait pas éventuellement avoir un lien entre cette tryptasémie héréditaire avec des gens qui ont quand même une tryptase active qui circule en continu et avec d'autres médiateurs, éventuellement un effet. Ce n'est pas encore rapporté dans la littérature. Vous verrez que cette littérature, en ce qui concerne l'expression phénotypique de cette tryptasémie, reste encore relativement floue. Comme je le disais, ça recrute des neutrophiles et des éosinos. Et alors, l'activation de PAR2 est un élément important par rapport à la perméabilité tissulaire. Et donc, c'est par ce biais-là que ça agirait sur la génération d'angioedème. Vous voyez qu'il y a des effets protecteurs également, en particulier tout ce qui concerne la protection vis-à-vis des parasites.
et sur la dégradation également des IgE. Donc, il y a des effets qui sont favorables par rapport à d'autres effets qui le sont moins. Alors, les syndromes d'activation mastocytaire, il y a pas mal de littérature récente, et donc ce diagramme qui est repris en partie d'ailleurs dans UpToDate, ici c'est repris dans un papier de 2017, bon, d'un des spécialistes de la question, le Dr. Hacking. Et donc, vous avez le cercle bleu qui sont toutes les maladies associées à une activation mastocytaire. On en a déjà évoqué un certain nombre. Le SAMA se retrouve là-dedans. De façon plus réduite, les phénomènes d'anaphylaxie dite idiopathique, là où on ne trouve pas d'agent déclencheur, mais où il y a une clinique d'anaphylaxie. Mais vous voyez également que dans l'expression clinique de la mastocytose, bien évidemment, il y a également une activation mastocytaire qui est responsable d'une partie importante de l'expression finalement phénotypique de la mastocytose, donc il fait partie des maladies clonales. Alors, qu'est-ce qu'on a comme biomarqueur utilisable par rapport à ce syndrome d'activation mastocytaire? La tête de liste, c'est la tryptase. Pourquoi? C'est la plus spécifique. C'est toujours augmenté chez des patients lors des épisodes d'activation des mastocytes, pour autant qu'on soit dans les bonnes conditions de prélèvement. Je reviendrai sur les conditions de prélèvement plus en détail, mais ça doit être prélevé dans les 4 heures, au moins dans les 4 heures, entre 30 minutes et 4 heures après l'événement. Plus on est proche, mieux c'est, et ceci doit être comparé à la valeur de base. Alors, si on a une augmentation du taux de tryptase, comme ici à l'état de base, en l'absence d'insuffisance rénale, qui est un des facteurs qui l'a fait augmenter, ou d'une maladie myéloproliférative, eh bien, il faut penser soit à une mastocytose, soit précisément à une hypertryptasémie héréditaire. Donc, on a finalement un diagnostic différentiel relativement limité quand on trouve une tryptase de base augmentée. Alors, on peut doser l'histamine dans les urines, c'est plus compliqué, c'est assez spécifique quand même de l'activation mastocytaire, mais ça peut être influencé par l'alimentation ou éventuellement par des contaminants bactériens. Et des cut-offs pour un syndrome d'activation mastocytaire par rapport à cette détermination d'histamine urinaire n'est pas très bien établi. On peut également doser des PGD, des prostaglandines D2 urinaires, ce n'est pas spécifique, cut-offs non définis. Et enfin, comme autre marqueur, on peut du côté des leucotriènes également faire des mesures urinaires. C'est augmenté chez des patients avec une activation mastocytaire, on en a moins l'expérience. Bon, bref, par rapport à tous ces médiateurs, le seul qui est spécifique, facilement dosable et reproductible, c'est la tryptase. Alors, qu'est-ce qu'on a comme symptômes de cette activation mastocytaire? Catherine l'a déjà un peu évoqué, au niveau de la peau, du flush, du prurit, de l'angioedème, au niveau ORL, la congestion nasale, la rhinorrhée, et éventuellement aussi de l'injection conjonctivale, du wheezing et une toux bronchospastique au niveau pulmonaire, et une série de manifestations gastro-intestinales avec une hyperacidité gastrique et d'autres troubles qui pourraient être considérés comme fonctionnels, mais qui, le cas échéant, pourraient avoir une cause qui est autre chose qu'un côlon irritable. Et enfin, et là on rentre dans les phénomènes les plus sérieux, éventuellement potentiellement mortels, c'est des hypotensions avec choc, bon, qui est le niveau supérieur des réactions anaphylactiques. Attention, d'autres symptômes qui étaient présents chez les jeunes filles, la fatigue, la léthargie, les troubles de mémoire, de concentration, etc., sont totalement aspécifiques. Et même si ça peut survenir, notamment, il y a pas mal d'études d'Olivier Hermine dans la mastocytose qui montrent qu'effectivement, ce type-là de manifestations, quand elles sont prises individuellement, ça ne compte pas pour en faire un syndrome d'activation mastocytaire. On est de plus encombré dans nos consultations de patients qui ont abandonné la fibromyalgie, le Lyme chronique, les LERS dans l'os. Maintenant, le truc à la mode, c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Vous verrez, les critères sont des critères extrêmement stricts, et sinon, c'est vraiment un diagnostic qu'il faut écarter.
Et en fait, les critères maintenant reconnus, et ils doivent tous être présents. Critère A, des signes cliniques typiques d'une activation mastocytaire systémique sévère, récurrent, et qui touche au moins 2 systèmes différents. Et on reverra d'ailleurs avec les précisions sur ces 2 systèmes. J'ai retrouvé un article de consensus actuel qui cible bien les choses, mieux que la dia précédente que je vous ai montrée, qui est tirée d'UpToDate. 2, l'implication mastocytaire doit être démontrée par un biomarqueur. Dans le cas présent, ça sera la tryptase. Et il faut qu'on ait une augmentation du taux de tryptase sérique par rapport à la tryptase de base en dehors d'un phénomène d'activation qui correspond à 20% plus 2 nanogrammes. Autrement dit, si vous avez une tryptase de base à 8, 20% c'est 1,6, plus 2 ça fait 3,6, vous devriez avoir de l'ordre de 11,5, 12. Après, donc on passe de 8 à 12, ok, on peut dire qu'il y a une activation mastocytaire. Maintenant, si on a prélevé trop tard, on risque de ne pas l'avoir. C'est pour ça que je vous disais qu'il est important de pouvoir doser cela dans un intervalle de temps court par rapport au phénomène aigu. Alors, vous voyez ici une série de symptômes associés soit à des MCA, une activation des mastocytes locaux, soit entrant éventuellement dans le cadre d'un syndrome d'activation mastocytaire. Alors, on va se concentrer d'abord sur le rouge, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Donc, congestion nasale, prurite nasale, une voix rauque, des maux de tête, tout ça n'est pas considéré comme entrant dans le syndrome d'activation mastocytaire, bien que ça peut être lié à une activation du mastocyte. Donc, on fait la distinction entre les deux. Ce qui est relevant, c'est l'urticaire, oui, quand même un peu, l'angioedème, les syncopes hypotensives et la tachycardie. Donc, vous voyez qu'on est déjà plus limité dans ce qui pourrait être considéré comme un effet clair entrant dans le cas d'un syndrome d'activation mastocytaire. Alors, ce papier de 2021 est pas mal. Donc, quels sont les bons critères pour une bonne classification, pour diagnostiquer un SAMA? Et donc, c'est une revue globale de la littérature. Et là, je trouvais pas mal, parce qu'on voit ici les 4 organes en question. Peau, tube digestif, respiratoire, cardiovasculaire. Il y en a 4, et il faut qu'il y ait 2 sur 4. Et donc, par exemple, au niveau de la peau, s'il y a du flush, du prurite, de l'urticaire, de l'angioedème, OK, l'organe est concerné. Vomissement, crampe abdominale, diarrhée. Donc, ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas un peu ballonné, une altération, diarrhée, constipation. C'est brutalement un épisode récurrent. Le patient va commencer à vomir, à avoir de la diarrhée et des douleurs abdominales. Et puis après, ça passe, quoi, quelque chose. Ce n'est pas une gastro-entérite non plus, c'est quelque chose de très soudain et de récurrent. Respiratoire, mais donc là, on a une série d'éléments. Assez curieusement, ils ont quand même repris ici la congestion nasale et le catarrhe nasal, la rhinorrhée, etc. Et au niveau cardiovasculaire, la syncope, l'hypotension, bien sûr le choc. Et alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont repris toute une liste rouge, pas diagnostic de SAMA. La fatigue, des douleurs fibromyalgiques, mal au dos, les œdèmes, l'alopécie, voilà. Tous ces symptômes multisomatoformes qui nous assaillent dans nos consultations et qui nous prennent beaucoup de temps quand on a envie d'être empathique et de faire quelque chose pour les patients. L'autre façon de faire en disant vous n'avez rien circulé, il n'y a rien à voir. D'autres médecins sont comme ça, ils sont moins en retard à leur consultation, mais je ne suis pas sûr qu'ils font le job correctement. Bon, et la tryptase dans tout ça. Alors, la tryptase, bon, quelques conditions. D'abord, hématologique, et la mastocytose en 1, mais pas que. Parce que, bon, la leucémie myéloïde chronique, le syndrome hyperéosinophilique fort myéloprolifératif, tout ce qui est myéloprolifératif, eh bien, ça donne de la tryptase. Et vous voyez que cette tryptase ne va pas nécessairement sortir des cellules que l'on pense malades. Je pense aux éosinophiles malades dans un syndrome hyperéosinophilique. Ben, vous voyez, ça sort des mastocytes.
en fait, sont des pathologies dont la clonalité est une clonalité très proximale et puis le développement va se faire vers l'une ou l'autre lignée, mais c'est quand même les mastocytes qui sont en cause. Autre cause réactive, les maladies allergiques, l'urticaire chronique, les infections parasitaires par des helminths. Et alors, on retrouve autre condition. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Autre condition. L'alpha-tryptasémie familiale. Donc, c'est une condition importante. Alors, voilà le papier dont je vous parlais, donc papier publié en 2006 par Lyons et collaborateurs. Et vous voyez, j'ai repris ici à partir de 2006 en explorant PubMed et en mettant tryptase, alpha-tryptasémie héréditaire. Vous voyez un petit peu, donc on arrive à septantaine de papiers, donc c'est même quelque chose qui est à la mode. Bon, il y a plus de papier pour le Covid long, hein, mais enfin, c'est déjà pas mal. Alors, vous voyez ici, j'ai repris pour voir. Bon, il est toujours bon de voir est-ce qu'il y a une monomanie d'un seul groupe de chercheurs ou bien c'est confirmé par d'autres. Parce que, bon, parfois, il faut se méfier quand même. Bon, alors, vous voyez ici que Lyons a beaucoup contribué, mais vous voyez que maintenant, depuis 2021, c'est confirmé quand même par d'autres auteurs, ce qui est rassurant. C'est Lyons qui signe d'ailleurs aussi la rubrique dans UpToDate. Alors, dans l'étude Princeps, donc l'étude Princeps de 2017, 96 sujets, 35 familles qui présentaient un taux sérique élevé de tryptase de base. Et alors, les personnes atteintes présentaient plein de symptômes, y compris les symptômes qui se trouvaient dans la colonne de droite, là, hein, donc des trucs d'allure fonctionnelle. Et alors, j'étais quand même un petit peu gêné que je retrouvais dans ce papier des allusions à Ehlers dans l'os, à la dysautonomie, des bouffées de chaleur, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et donc, les gens qui ont un Ehlers dans l'os type 3, là, ils étaient contents, ils disaient, ah, ben, vous voyez, il y a autre chose, il y a de la tryptase. Vous verrez que ceci a été corrigé. Enfin, c'était quand même Nature Génétique, hein, donc ce n'était pas d'envenant, hein, donc c'était quand même publié dans une bonne revue. Hein. Alors, donc vous voyez ici le chromosome 16, vous voyez le site du TPSG1, il y a un TPSG2 aussi d'ailleurs, TPSB1, B2, et c'est cet allèle qui peut être éventuellement dupliqué ou tripliqué. Et donc, en fait, c'est une curieuse affaire génétique. Il ne s'agit pas d'un variant, il s'agit d'une augmentation allélique qui va faire en sorte qu'il y aura plus de tryptase. Deux fois, 3 fois. Et vous voyez d'ailleurs, ici, dans l'alpha-tryptasémie congénitale, vous voyez qu'il y a 3 bandes qui n'existent pas dans la population contrôle. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur la partie droite. Oula, je dois accélérer. Mais sur la partie gauche, vous voyez que plus on a d'allèles, plus le taux de tryptase augmente. Donc, il y a une relation claire. Vous voyez que ce qui est relevant dans cette tryptase humaine, relevant en termes d'expression fonctionnelle, et vous voyez qu'il y a différents haplotypes et des génotypes de tryptase communs. Ceux qui sont associés à un effet, ce sont ceux où vous avez, comme je vous le disais au départ, une chaîne bêta et 2 chaînes alpha, voire 3 chaînes alpha. Ça, ce sont les tryptases, les tryptases à 4 unités qui sont actifs. Alors, c'est fréquent, donc ça avait été en fait identifié déjà avant le papier 2017, nombre accru de copies. La prévalence approximative est de l'ordre de 6% dans la population générale, donc c'est pas rien. La grande majorité de ces gens sont totalement asymptomatiques. Et donc, en fait, le tableau clinique est évolutif, et donc, je ne connais pas ce monsieur Lyons, mais enfin, j'étais quand même satisfait qu'il puisse faire marche arrière. Il y en a qui s'obstinent, hein. Bon, on en connaît. Hein. Bon.
Mais lui, il a fait marche arrière avec les études qui sont venues après et il dit clairement, attention, dans notre premier papier, on n'a pas retrouvé ça. On n'a pas retrouvé ces affaires avec ces différentes comorbidités. Donc, plusieurs manifestations attribuées initialement dans les premières études ne sont pas retrouvées dans les études ultérieures. Et donc, le tableau a vraiment fort changé. Dans le rapport que j'avais eu du centre de génétique, il mettait en dessous, et quand on a ça, on peut avoir de l'Ehlers-Danlos, enfin, il disait quasi comme cela. Enfin, bon, je vais leur donner un petit coup de fil en disant, écoutez, changez un peu votre commentaire, c'est plus à l'ordre du jour. C'est environ présent chez une personne sur 20 et dit-il, effectivement, statistiquement, il faudra des études portant sur des milliers de personnes pour voir s'il y a un signal qui montre qu'il y a quelque chose en plus. Comme je le disais dans le truc pulmonaire, c'est vrai que ça joue sur la matrice. Peut-être qu'on va à un moment donné se rendre compte que certaines personnes pourraient voir se développer quelque chose de plus structurel au niveau pulmonaire et pas uniquement quelque chose qui serait strictement fonctionnel. Et donc, les manifestations non retrouvées, colopathie fonctionnelle, du reflux, la dentition un petit peu tordue, une hyperlaxité, le TIL test positif avec de l'hypotension orthostatique, etc. Tout ça n'est actuellement plus retrouvé. Peut-être que ça va réapparaître, mais l'étude initiale ne contenait pas assez de personnes pour pouvoir affirmer ça de façon correcte. Il y a sans doute eu des biais de sélection. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette, à l'heure actuelle, ça changera peut-être, enfin, probablement demain, 3 éléments. C'est un petit peu comme si le fait d'avoir ce trop de tryptase augmentait l'expression clinique dans certaines situations. Et c'est bien montré notamment dans la mastocytose. La prévalence de la tryptasémie héréditaire dans la mastocytose, ce n'est pas 6%, c'est 12 à 18. Donc, on en trouve beaucoup plus. Et les patients qui ont une mastocytose systémique et qui appartiennent à ce groupe avec en plus une tryptasémie héréditaire, ils font 2 fois plus d'anaphylaxie. Donc, ça veut dire que cliniquement, c'est un point important qui permet d'identifier un sous-groupe de patients parmi ceux qui ont une mastocytose qui seraient plus à risque de faire une anaphylaxie, éventuellement une anaphylaxie grave. Et d'ailleurs, on trouve 3 fois plus de prescriptions d'épipène chez des patients mastocytose avec ces copies complémentaires de tryptase que chez les autres. Anaphylaxie aux hyménoptères est un point extrêmement important. 2 fois plus d'anaphylaxie sévère si on a une tryptasémie héréditaire. Donc, je pense que ça vaut la peine d'identifier des patients ou éventuellement dans la famille. Donc, ici, c'est intéressant dans le cas présent, la mère fait des vrais chocs dans ces conditions-là. Et donc, la question, est-ce qu'il est quand même pas plus prudent de donner de l'épipène en poche à la fille en question parce qu'elle pourrait se retrouver dans une situation semblable. Enfin, 3e volet, l'anaphylaxie idiopathique, donc cette anaphylaxie sans mettre de facteur déclenchant en évidence, eh bien, après avoir exclu une mastocytose systémique, la prévalence dans ce groupe-là est aussi de 17%. Donc, on retrouve quand même quelque chose qui va maintenant un petit peu au-delà de l'idiopathique chez ces patients-là. Et tous les patients avec une tryptase héréditaire avec ce problème ont une tryptase. Donc, tous les patients dans l'anaphylaxie idiopathique ont une tryptase supérieure à 9,5. Donc, je vous l'avais dit, on collecte l'échantillon entre 15 minutes et 3 heures, optimalement d'ailleurs entre 30 minutes et 2 heures, ça c'est le meilleur créneau. Les taux de tryptase associés à une hypotension profonde peut être élevé même pendant jusqu'à 7 heures, et donc là on a un petit délai complémentaire. Il faut prélever correctement l'échantillon, réfrigérer, congeler, et prélever un échantillon au moins 24 heures après l'épisode pour avoir une tryptase de base. Donc la demi-vie est suffisamment courte que pour pouvoir le réaliser si on n'avait pas de valeur avant. Comment collecter l'échantillon technique standard, soit du sérum, soit du plasma, minimum 1 millilitre. Et si on est en situation post-mortem, eh bien,
pas aller piquer dans le cœur pour prendre. Enfin bon, on est rarement dans ces conditions-là. Enfin bon, on ne sait jamais, hein, bon, là, aux urgences ou quoi. Bon. Alors, comment traiter l'échantillon? Il doit être transmis à froid, expédié congelé. Voilà. Oui, alors, bon, il y avait les. On ne va pas reparler de la mastocytose parce que bon, l'heure est écoulée, mais je voulais quand même signaler un point. Comme on l'a signalé, dans les critères mineurs de mastocytose systémique, le dosage de la tryptase intervient, pour autant qu'il soit supérieur à 20 mg. Mais si le patient a en plus, et vous avez vu qu'il y a quand même un pourcentage significatif, a en plus une alpha-tryptasémie congénitale, il faut héréditaire, il faut diminuer cela. Et donc, on n'a pas de chiffre exact, mais si on a une duplication de la chaîne, eh bien, on enlève 10. Si on a une triplication de la chaîne, on enlève 20. Autrement dit, vous auriez un patient que vous suspectez de mastocytose. Bon, on n'a pas encore fait la ponction de moelle, et il a une tryptase à 30. Ben, vous dites, OK, critère mineur, attention. Il aurait une alpha-tryptasémie avec un truc tripliqué, il n'a plus 30, il n'a plus que 10, en tout cas pour entrer comme critère. Donc ce point est un point, je dirais, pratique, important à connaître. Alors ici, c'est un papier tout récent qui reclassifie, donc c'est avec Valent, qui est aussi un spécialiste de la question, donc il reclassifie les... En tout cas, c'est une proposition du consortium pour reclassifier tous ces désordres de l'activation mastocytaire. Vous voyez qu'il y a au départ, bon, bien entendu, les syndromes d'activation mastocytaire monoclonaux, synonymes primaires ou clonales, et là, ce sont les mastocytoses systémiques où on doit rechercher la mutation KIT D816 qui est la plus fréquente. Il faut savoir que jusqu'à pas si longtemps, c'était uniquement sur la moelle qu'on avait une sensibilité qui était parfaite. Maintenant, il y a des dosages en PCR particuliers sur le sang qui ont une sensibilité vraiment extrêmement importante, qui touchent presque les 100%. Et donc, ça peut épargner éventuellement des prélèvements médulaires. Alors, les syndromes d'activation mastocytaire secondaire, mais c'est tout ce qui est médié par les IgE notamment. Alors, il y a des affaires combinées, hein. On peut à la fois avoir une mastocytose et une secondaire. Vous voyez qu'on identifie maintenant, la proposition est d'identifier en ces classifications les syndromes d'activation mastocytaire associés à une alpha-tryptasémie héréditaire. Et enfin, il y a les syndromes qui restent idiopathiques quand aucun de ces éléments n'est retrouvé et que par ailleurs, il n'y a pas non plus de génétique montrant qu'il y a des allèles complémentaires pour la tryptase. Mais voilà, j'en ai terminé. Il y a peut-être encore quelques minutes pour revenir à l'adolescent qui, entre-temps, a grandi. Voilà. Alors, questions, commentaires? Olivier. Donc, la BPCO fait partie du tableau clinique de l'alpha-tryptasémie familiale. C'est pas encore. Parce que le vrai problème de cette patiente, c'est sa BPCO. Oui, exact. Et donc, on l'a toujours pas. C'est ça l'explication, ou bien il faut C'est pour commencer ça que- à se mettre C'est pour ça que j'ai été. à s'occuper de sa BPCO. Alors, c'est pour ça que j'ai été prudent au départ en disant, je suis pas sûr que je vais apporter la solution au problème de la patiente. Parce que un Bon, VEMS on a en dessous de 50% à 15 ans, même si vraiment elle a un VEMS comme ça, on voudrait bien voir les courbes. Exact. Mais même très inquiétant, ça fait partie des BPCO non tabagiques, non atopiques. Pas tellement de diagnostic différentiel. Je ne sais pas si on a dosé son alpha-antitrypsine, ça pourrait être normal. Oui. Bah, écoute, quand on voit que ça peut, qu'il y a un effet quand même sur la matrice globale, etc. Ça... Alors, le scanner est anormal. Oui, mais il faudrait peut-être refaire le scanner. Oui. Oui. Bon, c'est quelque chose à... Attends. Moi, j'ai vu un article, en fait, qui parlait des modifications
de la muqueuse bronchique et de l'épithélium bronchique lorsqu'on les trempait dans la tryptase pendant plusieurs heures. Donc, c'était une étude en labo, pas en real life. Et donc, il expliquait en fait qu'on observait finalement les mêmes anomalies qu'on observe lorsqu'on fait une biopsie chez un asthmatique classique. Donc, avec une perte de la congruence, un épaississement, un remodeling, si on les laisse tremper dans la tryptase. Alors, ils ont des photos qui étaient tout à fait magnifiques. Mais Alors, au scanner, on voit au scanner, ils n'avaient pas fait de scanner. C'était purement cellulaire. C'était purement cellulaire. Oui, biopsie bronchique pour voir s'il y avait des mastocytes dans les parois. Non, ça non, n'a pas. Il n'y a pas eu de fibro. Hein. Non, on n'a pas fait de fibro. Oui, Élie et Catherine, comment est-ce que vous expliquez les symptômes exacerbés pendant les menstruations? Ça me fait un peu penser au déficit héréditaire angio-œdème de type 3, surtout décrit chez les femmes, où le dosage de l'inhibiteur normal. C1 peut Ouais. être normal. Ouais. Oui, je disais, c'est pas allergique. C'est plutôt souvent bradykénique qu'on a dit, qu'on Oui. avait décrit. Ce sont des enjeux œdème bradykénique et non allergiques. Parce que En ici, périmenstruel. effectivement, donc l'argument peut-être clinique, c'est qu'on a quand même l'impression qu'avec qu'en bloquant l'histamine, on se retrouve et l'effet. Voilà, qu'en bloquant l'histamine et plus l'alimentation sans histamine semblait quand même arranger les choses, qui est quand même un argument peut-être moins en faveur d'un angioïdème de type 3. Oui. Y a-t-il un intérêt à faire des tests d'activation non spécifiques des mastocytes? Par exemple, stimuler les mastocytes in vitro avec, je sais pas, de la codéine, ou ce qu'on faisait dans le passé, faire des tests cutanés à la codéine. La codéine, c'est un dégranulateur non spécifique des mastocytes. Donc, chez des patients comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt à investiguer? Alors, peut-être passer le micro à Catherine. Quand on me parle des investigations des mastocytes in vitro, je repense bien entendu à Benveniste, qui lui, c'est comme ça qu'il avait montré la mémoire de l'eau. Hein, et donc, Ce ne sont pas les mastocytes, ce sont les basophiles. Donc, il existe des tests de stimulation des basophiles qui sont bien validés et qui se font en cytométrie de flux, ça s'appelle les BAT. Donc, c'est les tests d'activation des basophiles. okay. Et donc, on n'est pas dans les histoires anciennes. Donc, en fait, ici, si on stimule les mastocytes, le seul intérêt, les basophiles ou les. Donc, tu dis les tests d'activation des basophiles, comme on fait pour les diagnostics des différentes structures, dans son cas, elle, on n'a pas vraiment intérêt. Qu'est-ce qu'on rechercherait en fait? On démontre qu'elle a une maladie des basophiles, c'est tout. On renforce ce diagnostic parce que pour l'instant, on n'a toujours pas d'explication finalement au tableau. Parce que l'intérêt, moi, de stimuler ces basophiles serait de voir quelles sont les substances qui sont libérées et alors, à ce moment-là, peut-être pouvoir avoir une solution thérapeutique ou affiner le diagnostic par rapport aux granules, par rapport aux substances, les médiateurs qui sont libérés. Non? OK. Bon, mais je pense qu'on reviendra hein, avec cette affaire. Non, c'est pas. Alors, l'affaire n'est pas finie. Donc, je vous avais dit qu'on n'aurait pas toutes les solutions, mais c'était l'occasion de parler d'une entité nouvelle qui, quand même, a intérêt à être connue.